Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle édition d'une semaine dans le monde. On va revenir à cette semaine sur 3 actualités, à commencer par l'Ukraine où Evgeny Prigojine hausse le ton. C'était aujourd'hui, il accuse désormais l'état-major russe d'être responsable de dizaines de milliers de morts et de blessés en Ukraine. Que cherche-t-il? On se posera la question. On va également parler du Soudan où les combats entre l'armée et les FSR durent depuis 21 jours maintenant et ce malgré les 5 trêves. Aucun des deux camps n'entend lâcher. Avec cette question, le conflit peut-il durer encore longtemps? Et puis c'est l'événement, bien sûr, de ce week-end, le couronnement de Charles III à Londres. Sur place, l'effervescence est là, mais peut-être pas autant que pour la reine Elisabeth. Pourquoi? Mes invités sont là pour y répondre. Je vous les présente, à commencer par Patricia Alémonière. Bonjour Patricia. Bonsoir. Vous êtes grand reporter. Face à vous, Virginie Pironon, chef adjointe à la rédaction internationale de Radio France. Henri Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France. Et à ma gauche, CAC, bonjour. Bonsoir. Vous êtes dessinateur et président de Cartooning for Peace. Merci en tout cas à vous 4 d'être là. Ces propos passent, on le sait, rarement inaperçus. Evgeny Prigojine a donc une nouvelle fois sévèrement critiqué l'état-major russe, responsable, je vous le disais, selon lui, de dizaines de milliers de morts et de blessés en Ukraine. Sans munitions supplémentaires, il menace désormais de quitter Bakhmout dès mercredi prochain. On va l'écouter. Ces gars sont de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore chaud. Nous avons une pénurie de munitions de 70%. Shoigu, Gerasimov, où sont les putains d'obus? Très énervé, Evgeny Prigojine, ces critiques, elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont beaucoup plus acerbes. Que faut-il lire entre les lignes, Patricia? Là, effectivement, il est dans une rage, il a l'air dans une rage folle. Enfin, il n'a jamais été aussi loin dans les insultes et dans cette colère qui semble sortir chez lui. Alors, il faut dire que c'est simple, hein. Le 9 mai, il n'a pas obtenu ce pourquoi il avait été nommé. Le 9 mai, c'est dans quelques jours. C'est la grande fête en Russie contre l'armée nazie. La grande victoire. La grande victoire contre l'Allemagne nazie. Et donc, il devait apporter quand même à Vladimir Poutine quelques résultats. Là, Bakhmout, eh bien, tient encore, malgré les pertes. Alors, chaque fois qu'il est en difficulté, effectivement, il accuse ses têtes de Turc favorites que sont le chef d'état-major et le ministre de la Défense. Ça, c'est du classique. Mais on peut comprendre effectivement sa colère parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il s'était promis en plus de réussir. Il était quand même assez certain de l'emporter. Alors régulièrement, effectivement, il nous dit je vais quitter Bakhmout, là c'est là. Une autre fois, c'était on va perdre. Une autre fois, l'Ukraine va attaquer. Enfin, et chaque fois, il relance cette machine comme pour expliquer cette absence de succès et puis aussi tous ces morts. C'est l'intensité de la colère qui diffère, Virginie, vous êtes d'accord? Oui, d'habitude. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des vidéos de Prigojine dans lesquelles, comme ça, il manifeste son mécontentement. Il fait presque des vidéos tous les jours, d'ailleurs. Oui, voilà. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'effectivement, la charge est très forte et qu'il les cite nommément, que ce soit Gerasimov ou Shoigu. Après cette date du 9 mai, ce qu'on peut retenir, c'est que, rappelez-vous, l'année dernière, 9 mai 2022, on disait déjà que Vladimir Poutine voulait célébrer en grande pompe la victoire sur la place rouge. Là encore, on se dit qu'ils auraient aimé effectivement annoncer la prise de Bakhmout pour le 9 mai. Bon, finalement, il aurait pu mettre sa deadline le 9 mai, Prigojine. Il dit, si vous ne nous donnez pas les armes qu'on veut, on quittera Bakhmout le 10 mai. On sait aussi ce que vaut sa parole. Là, il a fait une vidéo particulièrement dure, particulièrement forte, avec ces cadavres dont il dit que ce sont des cadavres de Russes et de participants à la force Wagner. Autour de lui, on n'en sait rien. Voilà, il est coutumier de ces faits d'armes. Et puis, ce que se joue là encore une fois, c'est les dissensions qu'il peut avoir avec l'armée russe et le fait qu'il aimerait être plus soutenu. Et aujourd'hui, les autorités russes n'ont pas du tout réagi. Peskov a fait une déclaration. Il n'était pas du tout question de rajouter de l'huile sur le feu sur les dernières déclarations de Prigojine. Henri, ça nous dit quoi aujourd'hui de Wagner, ces déclarations? Ça dit que Wagner, c'est pas l'arme fatale de Poutine, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment. Ça a souvent été présenté comme ça. Oui, parce que le fait est que c'est une armée. Rien que l'évocation du nom de Wagner, pendant assez longtemps, faisait frémir. Il y avait une opération un petit peu de guerre psychologique, c'est-à-dire que ça terrorisait par avance des populations. Pourquoi pas l'idée de voir moi-même fuir des populations, à l'idée que des civils, à l'idée que Wagner, les troupes avec ses
ces exactions, avec ce non-respect total des règles de la guerre, s'il en reste, pouvaient pousser des gens à fuir prématurément. Ça s'est vu, par exemple, dans des pays où Wagner a également agi, comme la Syrie, parce que Wagner est présent de plus en plus, hein, Syrie, Libye, Centrafrique, etc. Une dizaine de pays en Afrique. Une dizaine de pays en Afrique. Et donc, voilà. Et donc, il y a cet aspect d'opération psychologique. Et là, non, ça ne marche pas. Je veux dire que Wagner, et heureusement d'ailleurs, n'est pas du tout garant de succès. Au contraire, on peut même penser que ça galvanise la résistance qu'ils trouvent face à eux. D'abord parce que Wagner, en plus, c'est une armée quand même de bric et de broc. Alors certes, de gens qui sont des desperados. Patricia n'est pas d'accord. Oui, non. Je corrige mon expression. De bric et de broc dans le sens où ce sont souvent d'ailleurs des anciens militaires russes, hein, tout simplement. Mais quand je dis de bric et de broc, c'est que devant cette espèce de levée en masse qu'a voulu Poutine à son endroit, on sait qu'il était également, Prigojine était également allé recruter dans les prisons, donc avec des reprises de justice. Mais souvent en première ligne. Bien sûr, avec les gens les plus déshérités de Russie qui parfois qui savent en s'engageant que même s'ils laissent leur peau pour leur famille, pour ceux qui sont autour d'eux, ce sera une garantie d'avoir des indemnités assez importantes. Donc il y a quand même là une milice qui est quand même très, très spéciale et dans des comportements totalement inadmissibles. Des mercenaires qui sont très bien payés, je crois, entre 3 000 et 5 000 euros, Patricia. Oui, des mercenaires qui sont très bien payés, mais il n'y a pas que cette milice. Les autorités russes ont essayé de former d'autres milices, en particulier en se servant d'employés de grandes usines comme Gazprom, etc., qui a créé tous ses propres contingents et qui l'envoie au front. Et là, en plus, ce qui est intéressant sur l'histoire de Barmout, c'est qu'il n'y avait pas que Wagner. Il y avait quand même 2 unités au nord et au sud de Barmout en appui, et des unités très spéciales et très compétentes, et de l'armée russe, les meilleures unités qui étaient venues en appui. Et là, je pense effectivement, pour tout ce qui est support de munitions, il y a peut-être aussi quelque chose qui joue, parce qu'il est sûr que Gerasimov, qui ne supporte pas Gerasimov, le chef d'état-major, qui ne supporte pas Prigojine, effectivement, préfère donner sûrement des armes plus sophistiquées à ses forces d'élite qu'aux milices de Wagner. Et là, pour compléter ce que vous dites, Patricia, ce que leur dit Prigojine aujourd'hui, c'est si vous ne me donnez pas ces armes, moi, je vous laisse tout en l'état, je vous refile tout le 10 mai et vous vous débrouillerez. Avec quelles conséquences pour l'armée russe ? Pour savoir. Oui, c'est difficile à dire, parce que l'armée russe, on voit bien que là... On parle beaucoup de la vaste contre-offensive ukrainienne qui est annoncée. Ce qui est certain, c'est que l'armée russe en face, elle est en posture défensive solidement implantée. C'est-à-dire qu'elle est là, qu'il n'est pas question pour Poutine de ne pas remporter une victoire. Ça, il a pu l'oublier, en effet, pour le 9 mai, mais en tout cas de ne pas essuyer un échec aussi retentissant dans cette période-là. Donc ça veut dire que l'armée russe, elle vendra cher sa peau, cher ses positions. Donc les conséquences d'un dégagement de Wagner, c'est quand même de reconcentrer sur l'armée russe, et là d'essayer de résister. Ça peut être paradoxal, parce que ce sont les envahisseurs, mais de faire payer le plus cher possible à l'Ukraine sa contre-offensive. D'autant que l'armée russe veut se protéger en s'enterrant. Et donc, lors de l'offensive, on sait qu'il y a beaucoup plus de pertes chez celui qui attaque que chez celui qui se défend. Et aujourd'hui, les Ukrainiens se défendaient et effectivement avaient beaucoup moins de pertes que les Russes qui étaient dans l'attaque. Donc peut-être qu'effectivement Wagner, comme vous le dites, a besoin un peu aussi de reconstituer ses forces en prévision de cette offensive. C'était donc la déclaration de la journée, mais l'image de la semaine, pardonnez-moi, c'est bien sûr ce drone qui explosait au-dessus du Kremlin. C'était dans la nuit du 2 au 3 mai. Tout d'abord, la Russie a accusé Kiev, après a accusé Washington d'être le commanditaire. Hautement vraisemblable, Virginie ? Alors là, on peut, n'est-ce pas, selon les experts. Selon les experts. Bon, il y a eu ces images, qui ont été diffusées par les médias russes. On les voit à l'antenne. De ce drone, qu'on est en train de voir, qui a comme ça explosé en vol. Ça peut servir à quoi côté russe, cette opération de communication, vu que tous les experts parlent de ça aujourd'hui? Selon les hypothèses, ça pourrait servir à quoi? Eh bien, à renforcer l'idée que Moscou, il y a un risque que les Ukrainiens peuvent attaquer jusque chez eux. Et justement, on parlait tout à l'heure du 9 mai. Moi, je vois bien Vladimir Poutine, mardi prochain, sur la place rouge, être là, faire une grande commémoration et se montrer comme le grand leader présent sur la place rouge, en dépit de tous les dangers, en dépit des attaques, et continuer son activité comme si de rien n'était. Victimiser la Russie, ça peut servir à quoi, Henri? Ou Henri, tout d'abord.
Alors, victimiser la Russie, mais surtout Poutine lui-même. Parce que c'est ça que ça montre le drone. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a énormément de questions. D'abord, le Kremlin, c'est protégé par un dôme de protection anti-radar, avec tout un tas de leurres contre des missiles possibles, contre des drones. Donc, c'est quand même, cette opération, elle est vraiment étonnante. Et Poutine n'y dort pas au Kremlin. Et Poutine, on sait qu'il n'y dort jamais. Non seulement il n'y dort pas, mais en plus, il n'y travaille même pas. On sait, par exemple, que quand il apparaît, quand vous voyez Poutine avec son bureau derrière, avec ce décorum, etc., ça peut être dans un tas d'endroits différents et rarement au Kremlin. Donc c'est vrai qu'une opération qui aurait été destinée réellement à abattre, à éliminer Poutine, elle se serait sans doute pas passée de cette manière-là. Puis de toute façon, on voit mal aujourd'hui qui aurait les moyens de la mener. Donc ces simples interrogations, c'est vrai, conduisent à s'interroger sur quel est l'impact de ce drone auquel aurait échappé de manière in extremis Poutine, ça sert avant tout à remobiliser, c'est vrai, la population, à montrer qu'après tout, beaucoup de Russes contestent cette guerre. Néanmoins, Poutine garde son autorité, garde une certaine popularité. Et donc, évidemment, ça peut resserrer les rangs, ça peut montrer que, la Russie est vulnérable, donc il faut serrer les rangs. Après, ça a aussi, ça peut aussi avoir un contre-effet total, c'est-à-dire que Poutine, jusque-là, essayait de tenir à l'écart de la guerre qui ne s'appelle pas guerre, qui s'appelle opération spéciale, il essayait d'en tenir à l'écart les populations des villes, des grandes villes, à commencer par Moscou. Donc là, qui lui sont moins favorables. Et exactement, parce qu'il a quand même besoin d'une certaine stabilité de ce côté-là. Et là, donc montrer que la guerre peut atteindre Moscou, c'est peut-être contre-productif. Un dernier mot avant de passer la parole à CAC. Contre-productif, oui, mais aussi ça peut légitimer des tas d'autres choses. Une attaque contre Moscou et contre le chef du pays, en quelque sorte, Vladimir Poutine, puis légitimer une attaque massive aussi contre des cibles dans Kiev, avec des missiles. Je ne sais pas si l'usage des patriotes ont été utilisés, les missiles antimissiles américains ont été utilisés pour la première fois aujourd'hui, mais je ne sais pas si une attaque massive de missiles longue portée ne peut pas être exclue après un tel drame, l'Ukraine ayant osé attaquer le Kremlin. Si vous voulez, c'est peut-être aussi pour légitimer autre chose, on ne sait pas. Sur ce drone... Avec Vladimir Poutine, on ne peut pas savoir. Et on a trois hypothèses. L'hypothèse de l'intérieur des opposants qui font ça, l'hypothèse de Poutine qui met ça en discours, et puis l'Ukraine, mais qui semble très peu probable. Virginie ? Oui, et ce qui accréditerait l'idée que ce drone n'a pas pu être tiré depuis l'Ukraine, c'est d'abord son envergure, 2 mètres de large, extrêmement petit. Et des experts ont remarqué que, déjà, il n'avait pas une charge explosive très lourde, et quand il semble exploser au-dessus du Kremlin, c'est comme s'il avait encore beaucoup de carburant à l'intérieur. Donc en fait, ils se disent que c'est un drone qui a été lancé dans la périphérie de Moscou. En aucun cas, il aurait pu venir de l'Ukraine. Ça pourrait aussi, c'est une autre hypothèse, venir d'opposants russes à la guerre. Ou des infiltrés. CAC, c'est à vous. Oui, alors ça ne vous surprendra pas, les dessinateurs n'ont pas été très sensibles à la version du Kremlin, au storytelling, on est très étonnés. Storytelling de Poutine. Alors en revanche, ils hésitent un peu, ils ne savent pas trop quoi dire, ils sont quand même journalistes, ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Alors il y a l'incompréhension, vous avez là Ramsès, dessinateur de Cuba. Lui, alors il nous fait un dessin, on dirait sorti d'un livre pour enfants, un peu poétique. Alors il y a Poutine, torse nu évidemment, c'est comme ça qu'on le représente, qui glisse sur une peau de banane ukrainienne, qui essaie de se défendre en se lançant sur ses propres pieds des drones. Enfin, c'est un vrai bazar, on ne sait pas trop où on en est. Alors après, ils font des hypothèses comme Emad Hajjaj, le dessinateur jordanien, alors qui lui réutilise cette image de Pinocchio. Alors lui, il nous dit carrément, donc, Vladimir Poutine ment, avec ce Pinocchio qui se retrouve avec un drone ukrainien sur le bout du nez et qui fait une grosse colère comme ça, comme un enfant. C'est sa version. Le Norvégien Roar Hagen, alors lui il est plus direct, il dit carrément que c'est Vladimir Poutine qui se lance. Alors lui c'est plus des drones, c'est des petites fléchettes, je pense qu'il fait allusion aussi à ce qui nous a tous frappés. Pour une attaque, c'était quand même pas très ambitieux, c'est des petits engins, et même l'explosion n'a pas l'air complètement délirante. Donc lui son hypothèse c'est que Poutine se mutile tout seul, sans doute pour nous raconter ensuite une histoire. Et puis pour revenir sur notre premier sujet, les munitions, j'ai pris ce dessin de Soulcier parce que quand même, il m'amuse beaucoup. Alors Soulcier, il se décale comme souvent. Wagner manque de munitions et donc ces salauds nous pilonnent avec les invendus de Zemmour, dit un soldat ukrainien. Ça n'a rien à voir, c'est complètement absurde. C'est du Soulcier. Une réaction peut-être, Patricia, sur l'un des dessins le Pinocchio peut-être, non ? Le Pinocchio est aussi le dernier. Le dernier est quand même savoureux. Il est complètement décalé, mais il est savoureux. Un commentaire, Virginie ? J'aime bien Poutine avec la fléchette. Parce qu'on dit qu'il a très peur. Donc effectivement, si ça avait été quelque chose de fomenté par les Russes, on peut dire que l'ambition n'était pas très importante. Henri, avant peut-être de passer au second thème, un commentaire ? Pinocchio, c'est bien vu, cette circonstance, ça montre à quel point la propagande
est importante dans ce conflit. Cette désinformation qui bat son plein depuis des années. Mais en Russie, ça a commencé bien avant l'élection présidentielle américaine en 2016. Et même durant la Révolution, c'est vraiment une spécialité soviétique, puis russe, la propagande et la désinformation. Ouais. Voilà donc pour cette large page consacrée à la Russie et à l'Ukraine. On va passer au deuxième thème, le Soudan. 21 jours désormais, je vous le disais, que les deux camps s'affrontent. D'un côté, il y a l'armée, de l'autre, les forces de soutien rapide, les FSR, avec au milieu des combats, des civils pris en étau entre les deux feux. Les chiffres de l'ONU font froid dans le dos avec 100 000 réfugiés et déjà plus de 330 000 déplacés internes. Écoutez à ce propos l'émissaire du chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, sur la suite des événements au Soudan. Je suis venu à Addis pour rencontrer le président de l'Union africaine. J'ai également rencontré son Excellence, le Premier ministre éthiopien. Je les ai rencontrés et j'ai partagé avec eux nos points de vue et nos opinions. Je leur ai assuré que le gouvernement du Soudan va sous peu mettre fin à cette rébellion et que nous tenions à la stabilité et à la paix dans la région. Patricia, ce qui inquiète dans ce conflit, c'est que c'est une lutte à mort entre les deux camps. Oui, c'est une lutte à mort, mais ce qui inquiète le plus, c'est la déflagration régionale. Et là, on le voit très bien, il est en Éthiopie. Addis Abeba. Éthiopie, qui est plutôt alliée quand même avec le Soudan sur la gestion, alliée. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'IGAD, l'Union des pays d'Afrique de l'Est, qui essaye de mettre en place une espèce de tentatives de tractation. Mais on les voit bien, ça ne marche pas, tout comme ne marche pas ce qu'a essayé de faire l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Pour l'instant, rien ne marche. Donc, il risque d'avoir une déflagration régionale avec tous ces réfugiés. Alors, l'Égypte ne veut pas du tout d'une crise humanitaire parce que pour l'instant, on parle de 100 000 personnes, mais l'ONU va jusqu'à 800 000 personnes qui pourraient 860 000. 860 000. Ouais. Donc, l'Égypte est terrifiée par l'idée de cet apport de Soudanais. Le Tchad ne veut pas du tout non plus de cet apport, puisqu'il y a aussi beaucoup de Soudanais qui sont très marqués par la crise du Darfour. Souvenez-vous, 2003, des centaines de milliers de morts, 300 000 morts. Et donc, on a des pays qui sont terrorisés. Et il y en a aussi en RCA, en Centrafrique, pays complètement instable, où là, effectivement, opère Wagner qui opère aussi au Soudan. Et on a un autre risque avec la Libye. Parce que le général Hemeti est allié avec Haftar qui est en Libye. Vous voyez, donc il y a des ramifications de partout. Et donc, ce qui risque, si ces hommes n'arrivent pas à faire la paix sous l'égide, quelle égide que ça soit, ou à de faire un cessez-le-feu qui tienne, eh bien, c'est la zone qui risque de s'embraser. Et tout le monde reconnaît que le conflit pourrait durer, avec à la manœuvre par derrière, effectivement, des gens qui chaque fois cassent les cessez-le-feu, des milices islamistes côté du général Bourham et des milices à l'intérieur des fameuses forces de réaction rapide spéciales qui aussi font casser parce qu'ils sont incontrôlables et font casser chaque fois les cessez-le-feu. Donc on a des milices de chaque côté qui sont non maîtrisables. C'est le scénario du pire qui se dessine au Soudan, Virginie ? En ce moment, on voit bien la crise humanitaire que c'est en train de provoquer. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une conférence de presse à Genève de l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme sur la situation des enfants. Il y a un nombre d'enfants en ce moment victimes du conflit absolument sidérant. C'est un enfant sur 7 qui est victime toutes les heures, blessé ou mort par ce conflit. Vous l'avez dit, les chiffres, c'est 830 000 personnes qui pourraient être amenées à fuir le pays. Le HCR demande à tous les pays de ne plus débouter les Soudanais demandeurs d'asile dans leur pays. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Effectivement, on va vers une situation humanitaire qui est extrêmement difficile. Les chiffres, c'est 190 enfants tués. Voilà, pour le moment. Mais c'est plus que proportionnellement en plus d'1 an de conflit en Ukraine. Donc, vous voyez, c'est vraiment des chiffres qui sont très parlants. Et l'aide humanitaire n'arrive plus. Ça inquiète beaucoup les médecins. Ils étaient en route vers le Darfour. Et tout est pillé. Mercredi, il y a eu 6 convois de l'ONU humanitaire qui étaient en direction du Darfour qui se sont fait piller ce qu'il y avait à l'intérieur.
Et les vivres se retrouvent sur les marchés à être vendus. C'est évidemment un scénario classique, malheureusement, dans les pays en guerre. Henri Vernet, vous redoutez que ça se prolonge pendant encore des semaines, des mois, ce conflit au Soudan? C'est probable, parce que pour l'instant, on ne voit pas du tout d'intervention extérieure qui pourrait peser. Alors, on parle des parrains de part et d'autre, mais bien sûr qu'il y a ce risque de déflagration régionale, donc de contagion dans d'autres pays, mais c'est vrai que le plus préoccupant, l'urgence, c'est vraiment cette espèce de trou noir de ce qui s'y passe, quoi. Quand je dis trou noir, c'est-à-dire que personne n'a réellement d'action de pacification possible. On ne parle même plus de casque bleu aujourd'hui. Enfin, on ne voit pas qui pourrait jouer un rôle pour mettre les antagonistes autour de la table et essayer de trouver une solution politique. On n'en est mais vraiment pas du tout là. Mais pourquoi? Parce que c'est d'abord un conflit tout simplement de qui va s'accaparer le pouvoir. C'est une guerre de généraux. Ce sont vraiment deux rivaux qui étaient associés il y a encore 2 ans, qui ne le sont plus et dont chacun veut le pouvoir. Alors les parrains là derrière, bon, on parle, c'est vrai, de l'Égypte d'un côté avec El-Bourhan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite du côté Hemeti, mais enfin, là, je veux dire, l'enjeu n'est même plus là. Ces deux-là veulent absolument posséder, détenir les clés à Khartoum, et tant que l'un n'arrivera pas à ses fins, on voit bien d'ailleurs l'émissaire qui était là. Qu'est-ce qu'il a dit normalement un émissaire quand il va quelque part, là, celui qui était à Addis auprès de l'OUA? Il n'a pas du tout dit, attendez, on peut envisager... on a connu des termes plus diplomatiques. Voilà, non, mais il arrive en disant, mais attendez, rassurez-vous, on va mater cette rébellion. Donc il n'est même pas question d'envisager une solution politique ou diplomatique. Donc oui, là, tel que c'est parti pour durer. Vous savez, les choses qui étaient frappantes, c'est vrai, vous l'avez dit, le nombre d'enfants, c'est encore que, déjà, quelle est la crédibilité, malheureusement, sûrement sous-estimée de chiffres dans un tel conflit où on ne voit pas les choses. Je veux dire que quand les Français, notamment, ont évacué, ils ont des ressortissants internationaux, ils ont évacué aussi des observateurs, des ONG qui étaient là, etc. Très difficile pour les journalistes d'aller sur place bien sûr, et d'avoir des informations vérifiables. Et pour les ONG de travailler. Donc, je veux dire, tout ça se déroule pratiquement à huis clos. Donc, les chiffres sont sous-estimés. Et donc, cette urgence est là. Et on voit vraiment mal qui, aujourd'hui, pourrait amener un semblant de pacification. C'est quand même un conflit qui est oublié, aujourd'hui est ressurgi, mais il fait partie de ces conflits qui ont été occultés par la focalisation à juste titre sur l'Ukraine. Le Soudan il y a quand même une société civile au Soudan qui existe et qui est très active. Et donc cette société civile aujourd'hui qui a toujours été active, c'est celle qui s'est manifestée en 2019, c'est celle qui s'est manifestée un peu plus tard en 2021. Le Soudan, c'est assez étonnant quand on y va. Il y a vraiment une élite et une société civile organisée, qui est toujours organisée dans les quartiers, et c'est elle qui aujourd'hui nous donne les informations. Il n'y a plus qu'eux ils sont pas partis. Les Soudanais, ils sont là et ils sont là dans les 16% des hôpitaux qui fonctionnent. Ils sont là au téléphone pour organiser les gens dans les quartiers, pour amener un peu d'eau, faire ce qu'ils peuvent. Mais le Soudan est très particulier au niveau de l'organisation. Il y a eu un espoir démocratique à un moment au Soudan. Mais tout le problème vient de là, c'est qu'à un moment donné, les généraux devaient transférer là maintenant le pouvoir aux civils. Ils ont fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière et ils se sont disputés parce qu'ils voulaient garder le pouvoir. Et puis l'Égypte, mentor de Bourham, voyait d'un très mauvais œil une société civile telle qu'elle existe au Soudan s'installer au pouvoir. La crainte de la contagion démocratique, ça peut expliquer aussi ce qui se passe aujourd'hui? C'est clairement ce que semble redouter l'Égypte en soutenant les forces armées de Al-Bourhan. Vraiment. Et puis le scénario d'un militaire qui en conteste un autre, a priori, ça ne va pas faire très plaisir à Al-Sisi. Oui. Oui, ça aussi. Oui. C'est vrai. Et il faut le rappeler aussi que le Soudan est dans une région particulièrement stable. 5 des 7 voisins sont déjà en proie à des conflits armés, Henri Vernet. Oui, mais peut-être aussi justement, est-ce le fait de regards internationaux, européens, qui sont davantage tournés vers la guerre qui est chez nous, plutôt que d'essayer comment... Ce qui est frappant, d'ailleurs, l'ONU l'a reconnu elle-même, c'est excusé de ne pas avoir vu venir ce conflit, de ne pas avoir fait la moindre, enfin pas la moindre, en tout cas de ne pas avoir fait suffisamment de prévention. Oui, c'est vrai, on le voit, mais est-ce que, d'ailleurs, il faut aussi qu'on s'interroge sur nous-mêmes, parce que des voisins dans la région, beaucoup, par exemple, étaient des pays qui étaient très, très, très liés à la France, et qui ont sombré, qui sombrent en effet dans des conflits, qui sombrent dans des conflits internes. Un peu plus loin, il y a le Mali, tout simplement, qui était... Moi, le Mali, moi j'ai des souvenirs du Mali il y a 15 ou 20 ans, c'était un espoir démocratique. Il y a beaucoup, et même moins que ça. Donc c'est vrai que cette espèce de dérive, de retour des guerres, de retour des coups d'État, parce qu'on les a vus à répétition, le Tchad, dans les voisins, il y a le Tchad, par exemple. Le Tchad, on ne peut pas dire que l'évolution politique y soit favorable. Donc oui, c'est vrai que c'est préoccupant, parce que, en effet, ce sont des pays marqués par des conflits, une grande instabilité, et surtout, comment dire, où la voie, à un moment, il y a une voie de progrès, malgré tout, de progrès dans les démarches politiques, dans les passations de pouvoir qui étaient
plus ou moins politique et non pas par les armes. Eh bien, depuis quelques années, on voit que cela, c'est plutôt tendance à régresser. Alors que c'est un pays, pour ajouter un tout petit complément, qui a un potentiel de richesse. Ce pays peut nourrir toute une partie de l'Afrique. Il a des terres arabes très très riches, convoitées par les Émirats et l'Arabie Saoudite. Il a des minerais, il a un potentiel incroyable. Il est placé sur le couloir de la mer Rouge que tout le monde convoite. Tout le monde veut lui acheter un port, maîtriser les ports. Enfin, c'est un pays qui en même temps est convoité par tout le monde. À cause de son or. Ça, il y a son or aussi. C'est la première ressource. Oui, mais il n'y a pas que l'or. Il n'y a pas que l'or, mais on parlait de Wagner tout à l'heure. Il y a peut-être toujours un intérêt dans les sous-sols et les Émirats. Wagner qui a essayé de négocier des concessions justement d'exploitation de l'or avec Omar el-Béchir dès 2016. Donc ça fait longtemps qu'ils sont présents sur place. Le Premier ministre Dimitri Medvedev s'était déplacé déjà dès 2017 transfert des concessions aux Émirats via l'intérêt au Soudan. Quels sont les motifs avoir une base navale d'espoir aujourd'hui au Soudan, Virginie Pironneau, selon vous? Pour l'instant, ça paraît extrêmement compliqué. On voit bien qu'il n'y a pas d'issue. Si j'ai bien compris, les deux forces, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sont toutes les deux fortes de 100 000 hommes. Il y a un risque d'embrasement. Et ce qui est compliqué, c'est que ces deux forces-là s'affrontent, mais il y a également plein d'autres forces et plein d'autres milices armées qui risquent à la fois d'entrer dans ce conflit et entraîner après, pourquoi pas, les pays voisins. Henri, un dernier mot peut-être avant de passer au dessin? Non, mais c'est vrai que ce qui a été souligné, c'est que le fait que là, en effet, deux forces équivalentes, 100 000 hommes d'un côté, 130 000 de l'autre, les moyens à peu près comparables, plutôt d'ailleurs bien armés côté émétique. Donc quand on parle de rébellion, tout cela est assez théorique. Donc en effet, on voit mal comment cette situation peut déboucher sur quelque chose d'un petit peu qui donnerait un peu d'espoir, qui soit positif. Je pense que là, c'est réellement... Alors, les efforts diplomatiques, ils doivent jouer, et notamment essayer de rassembler quand même les pays africains, parce qu'ils sont les premiers concernés. S'il n'y a pas davantage... Ce sont eux qui peuvent régler la situation? En tout cas, qui peuvent essayer, et qui doivent essayer, qui doivent s'y intéresser. Parce que pour l'instant, les seules tentatives qu'on a un peu vues, elles sont quand même aux mains des Américains et des Britanniques, qui réunissent les Soudanais, bien évidemment, mais le gouvernement, ils réunissent les Saoudiens et les Émirats arabes unis. Et ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il faut vraiment impliquer les pays africains. Est-ce que la France devrait aller plus en avant? Pourquoi pas? C'est vrai qu'elle a mené quand même... Je pense qu'elle peut avoir son mot à dire parce qu'elle a réussi une opération humanitaire d'extraction... Alors, certes, évidemment pas des Soudanais eux-mêmes, d'étrangers, c'est ça qui fait mal. 200 Français et 300 étrangers, c'est ça? Oui, mais elle a montré qu'elle peut être quand même, malgré tout, opérationnelle. C'est-à-dire que ça s'est fait depuis Djibouti, qu'il y a quand même une logistique importante qui s'est mise en place. Bref, ça peut donner quand même un peu un allant pour mener une... Je pense qu'il vaut mieux... Patricia n'est pas du tout d'accord. Je pense qu'il vaut... On peut peut-être France et Europe, quand je dis France, France et Europe, aider par derrière, mais je pense que les tentatives qui sont faites au Soudan avec l'organisation, en gros, des pays de l'Afrique de l'Est, seraient plus intéressantes à pousser. S'il y a quelque chose où on peut pousser, c'est ça, mais surtout pas intervenir, ça va... Non, attention, je ferai des interventions diplomatiques. Très discrètement, au nom de l'Europe, mais vraiment en mettant les pays africains dans le... C'est eux les premiers concernés. Et toujours sur le plan diplomatique, on vient d'apprendre une session spéciale du Conseil des droits de l'homme aura lieu le 11 mai prochain. On apprend également que 2 millions de personnes de plus risquent de souffrir de malnutrition aiguë. 19 millions au total, ce sont des chiffres de l'ONU, des chiffres évidemment qui font froid dans le dos. Quel dessin avez-vous sélectionné sur ce sujet? Alors vous allez voir que, évidemment, contrairement à certains pays qui pourraient avoir envie que tel ou tel camp l'emporte, les dessinateurs de presse ont plutôt tendance à renvoyer dos à dos les deux belligérants, évidemment. Vous allez nous montrer par un dessin de Brandan, dessinateur d'Afrique du Sud, qui lui non plus n'a pas été rassuré par les propos tenus par un camp ou par l'autre. Et donc il les compare à deux personnes qui, on dit en français, jetteraient de l'huile sur le feu. En l'occurrence là, c'est carrément de l'essence. Des incendiaires. Pour Brendan, exactement. Des pyromanes. Gado, dessinateur du Kenya, parce que c'est vrai qu'on a reçu beaucoup plus de dessins des dessinateurs du Sud, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, qui sont sans doute plus concernés par le sujet que les dessinateurs européens, qui le traitent pour certains, mais pas tous. Donc là, c'est Gado, dessinateur du Kenya, qui lui nous propose un match de boxe, alors qu'il serait plus ou moins arbitré par un arbitre blanc. Alors est-ce que Gado sous-entend qu'il y a des intérêts occidentaux dans l'affaire? En tout cas, l'arbitre n'y peut rien, puisque les deux semblent dire qu'ils ont remporté la victoire. Sur un ring macabre. Hein. Et là, vous voyez, et voilà, sur un ring macabre, et c'est surtout ça, en général, qui frappe les dessinateurs de presse. C'est encore le cas cette fois-ci. Ils s'intéressent un petit peu aux coupables, mais beaucoup, surtout, aux victimes. Et en l'occurrence, c'est ce que vous allez voir dans ce dessin d'Ahmed Rama, dessinateur turc, très talentueux. Vous parliez de l'opération d'évacuation. Il la traite un peu avec ironie, Ahmed Rama. Évacuation des étrangers du Soudan. Et vous voyez dans cette espèce de maelstrom
qui emporte toutes les victimes soudanaises dans les flots, et vous avez quelques étrangers représentés par des personnages blancs qui, eux, parviennent à être évacués. Donc il est un peu cynique, Ahmed Rama, sur cette évacuation. Et enfin, Oussama Hajjaj, le frère d'Emad Hajjaj, dont on a vu un dessin tout à l'heure, dessinateur jordanien, lui, il essaye de nous concerner un petit peu. Il nous dit, mais regardez ce qui se passe. Alors, vous avez ceux qui fuient le conflit, qui vont rejoindre ces tentes, ce camp, mais vous regardez sur la gauche du dessin, c'est ça qui est important, des gens qui se déplacent deviennent évidemment des migrants, et il nous annonce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on s'occupe de ce dossier, parce que de toute façon, ça va nous concerner. À mon avis, c'est le message d'Oussama Hajjaj. Merci Kake. Du coup, je voudrais rebondir sur l'arbitre blanc. Est-ce que du coup, le Soudan, ne va pas devenir une guerre par procuration, comme on a pu le voir notamment au Yémen? C'est un risque aujourd'hui. Je pense plutôt qu'il y a un risque d'extension, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, si vous voulez, parce que je crois que tous les pays qui ont des intérêts économiques, et ils sont nombreux, ont tout intérêt à avoir plutôt la paix pour l'instant dans cette région. Et l'Égypte ne veut vraiment pas d'une extension du conflit, même si elle soutient Al-Bourham parce que c'est son poulain et puis c'est celui qui est le plus proche. Et puis les deux généraux sont amis, sont presque... Ils ont fait étaient amis. Ou étaient amis. Ouais. Non, les deux généraux, le président égyptien... Ah, pardonnez-moi, je pensais que vous parliez des deux généraux soudanais. Ils ont fait leurs études ensemble, ils se connaissent, etc. Et ils ont le même prénom. D'amitié, voilà. Donc, non, je crois que personne n'a envie d'avoir une guerre par procuration. Et quant à la menace de Wagner qu'on agite sans arrêt, Wagner était très prudent sur cette question et les Russes aussi, ils ont plutôt, pour l'instant, c'est plutôt profil bas. Virginie, un commentaire sur l'un des dessins qu'on vient de voir peut-être? J'aime bien celui-là, celui qu'on si on peut le remettre à l'antenne. Le ring avec le combat de boxe, l'arbitre impuissant et puis surtout les populations civiles, parce qu'on voit bien que ce sont elles aujourd'hui qui sont prises en étau dans un combat de chef. Henri Vernet, un dernier mot avant de passer au couronnement de Charles III. Le dernier dessin qui montre à quel point en effet ça nous concerne, et sans qu'on le sache, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'intérêt criant sur ce sujet qui se relève un petit peu ces derniers jours, mais vraiment il faut s'y intéresser, il faut essayer d'agir. Bon, sans transition, on va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus festif. Le couronnement de Charles III, c'est évidemment l'événement de ce week-end. Nous sommes désormais à 17h du début des cérémonies. On va écouter quelques Britanniques. On est là pour notre roi et notre reine, notre nouvelle reine, et on adore ça, quoi. Puis l'ambiance. C'est un attachement, c'est quelque chose qui est, je pense, inné. Vraiment. C'est un moment magnifique. Tout le monde est content. On se sent très patriote. Si tu viens là demain, il y aura 20 rangées de personnes derrière. Tu verras rien. Et nous, on veut voir toute la procession. Bon, l'engouement est là, mais est-ce qu'il est aussi important qu'avec la reine Elisabeth? Je crois que je connais déjà un peu la réponse. Forcément, Charles III ne va pas remplacer tout de suite la reine Elisabeth dans le cœur des Britanniques. Ça tient à la personnalité du nouveau monarque? Ceci dit, j'étais à Londres au moment du décès de la reine Elisabeth et je trouve que les Britanniques ont très vite... changer de position sur Charles en se disant finalement ça sera un bon roi, il est pas si mal que ça. Il a été préparé depuis longtemps, vous allez voir, il va s'y faire, et il a fini par prendre ses marques petit à petit, même si évidemment il n'arrive pas à se défaire de son histoire et de Diana qui revient souvent. Les Britanniques n'arriveront jamais à lui pardonner vraiment, mais on sent quand même qu'ils sont prêts à lui pardonner. Oui, vous avez raison. Effectivement, au moment pratiquement du décès ou des funérailles, il y avait 49%, je crois, il y avait moins de 50% qui appréciaient Charles. Maintenant, il est passé au-dessus des 50%. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les jeunes. Ils sont complètement déconnectés. Alors ça, la royauté... Ça, c'est pas lié à Charles, c'est lié à la monarchie. C'est à la monarchie. Et le Not problème, my king, c'est le slogan qu'il a. Et le problème, c'est est-ce que Charles va pouvoir recréer un attachement à la monarchie? Est-ce qu'il a finalement l'aura? Est-ce qu'il a le discours? Alors on pourrait le croire parce qu'il a ce côté écolo que tout le monde lui veut, mais en même temps il a ce côté homme d'affaires, près de son argent en quelque sorte, près de ses sous comme on dit. Cette fortune personnelle transmise directement par sa mère avec des impôts sur l'héritage qui n'ont pas été payés. Enfin tout ça agace les jeunes. Et au-delà de la personnalité de Charles qui ma foi est un... Mais c'est pas très galvanisant d'avoir un roi de 73 ou 14 ans, si vous voulez, quand on a 25 ans. La reine, elle était toute jeune, elle était belle, elle était auréolée d'un certain prestige. Elle incarnait un nouveau souffle. Elle incarne un nouveau souffle. Le futur, lui, il incarne une écologie vieillissante, en quelque sorte, et quelqu'un qui aime gérer ses affaires. Pour des jeunes, c'est pas... Alors, pour les conservateurs, par contre, pour le peuple conservateur, c'est effectivement... Il s'y raccroche, et on a toujours dit en quoi c'était le gage de l'unité britannique. Enfin, tout le discours qu'on sait
dans un moment où le Royaume-Uni est très divisé, la monarchie réunit les Anglais. Ça, elle réunira le temps des cérémonies, le temps de regarder à la télévision, mais les divisions resteront les mêmes après. Le rapport à la monarchie des Britanniques, il évolue selon vous, Henri Vernet ? Il évolue, c'est vrai qu'il est remis en question. Et en effet, ne serait-ce que par les personnalités, ça a été souligné. Oui, Charles, je crois que j'ai vu les derniers sondages, il y a 58% de popularité. Et c'est vrai que la plus populaire figure royale reste la reine, bien qu'elle soit morte depuis 8 mois. Donc évidemment, ça en dit long. Mais en même temps, vous avez raison, 58%, c'est peut-être pas beaucoup, mais peu à peu, ça grimpe. C'est-à-dire que Charles III, son problème, c'est qu'il doit sortir des tabloïds. C'était vraiment quelqu'un qui était, le héros des tabloïds pour ses frasques, pour l'histoire avec Diana, pour les dissensions perpétuelles. Et puis après, il y a eu Harry, ses enfants, etc. Alors que la reine, elle était royale au sens littéral. C'est-à-dire qu'elle a vraiment incarné ça. Elle était dans les livres d'histoire et non plus tellement dans les tabloïds. Charles, il est en train de faire cette mue, Charles III. Est-ce qu'il va y réussir déjà pour l'affluence ? Oui, peut-être que pour l'instant, c'est pas encore ça. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de monde. Moi, je lisais les reportages, nos envoyés spéciaux du Parisien. Et puis, vous l'avez montré, ces gens qui sont là, qui campent, etc. Et puis, c'est vraiment demain qu'on mesurera l'impact de cette cérémonie elle-même. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que malgré tout, oui, et peut-être moins à la personne de Charles, mais en tout cas, oui, les Britanniques restent extrêmement attachés à ce qui fait leur particularité. C'est vrai que cette monarchie, c'est la marque de fabrique du Royaume-Uni. Regardez, ils savent quand même faire comme personne les enterrements, les mariages, les couronnements, dès que ça touche les royals, ils sont là. Et quelque part, ils y tiennent. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils adhèrent. Mais là, par exemple, je lisais des réflexions de Britanniques qui disaient, mais attendez, si on n'a plus ça, si on n'a plus cette étiquette, si on n'a plus ce côté... ce qui fait la solidité de ce Royaume-Uni, qui n'a pas changé de constitution tous les 4 matins, comme en France, qui vit encore dans cette tradition-là. Si on n'a plus ça, on n'a plus qu'à être la France. Et j'avais trouvé cette réflexion assez amusante. C'est quand même, c'est vrai que c'est ce qui fait le rôle britannique. Dans la bouche d'un Britannique, c'est toujours savoureux. Oui. Ouais. En tout cas, il y a une volonté de moderniser notamment la cérémonie avec des leaders religieux, juifs, musulmans, hindous, sikhs, bouddhistes. On essaye de parler aux jeunes, de moderniser la cérémonie. Mais concert dimanche soir à Windsor aussi. Qui seront les invités, les artistes Alors j'ai cru, je sais plus, honnêtement j'ai eu la liste, j'en ai vu passer 1 ou 2, mais Elton John peut-être, mais après il y a quand même beaucoup d'artistes contemporains qui seront là et ça va être une grande fête. Il y a 10 000 personnes qui sont attendues et ça va être un grand concert qui va être très suivi par les Britanniques. On peut l'imaginer sur écran géant, même à Londres, alors que ça sera à Windsor. Ça va être une grande fête. À chaque fois, c'est la même chose. Les Britanniques sont, comme vous l'avez dit, très critiques vis-à-vis de la monarchie, mais quand il s'agit après de montrer leur attachement, eh bien, ils vont quand même dans la rue. Au lendemain du couronnement, ils vont quand même participer. Dimanche, il va y avoir ces pique-niques géants, et c'est certain qu'il y aura beaucoup de monde, en dépit de la pluie qui va s'inviter dans le paysage. Vous allez être devant la télé demain matin ou pas ? Demain matin devant la télé, oui, possible. Même question C'est à ça qu'on mesure peut-être. Je ne pense pas que je serai devant la télévision pour regarder les cérémonies. Où j'y participe, où j'y suis et je vis l'ambiance qui existe, où le faste diffusé, c'est un show si vous voulez, c'est un spectacle et ils savent très bien faire le show et le spectacle. On les appelle la firme et on les appelle la firme pas pour rien, parce qu'ils vendent tout leur savoir-faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le Commonwealth, par contre, ça commence à se déglinguer. Et il y a de plus en plus de pays qui commencent à dire la royauté, nous, on veut devenir des républiques, et pas que la Jamaïque. Il y a l'Australie. Il y a eu des prises de distance ces dernières années. Il y a des prises de distance. Donc, la Barbade. Bon, voilà. Il faut voir comment ça va évoluer. En tout cas, la firme continue à rapporter gros et ça ne coûte pas si cher que ça, en fait, aux contribuables britanniques, revenus par personne. Je crois que c'est à peine 2 €. Vous voyez, c'est pas bon. Enfin, ceci dit, là, dans le contexte de l'inflation et de crise qu'est en train de connaître l'Angleterre, là où ils peuvent râler, c'est que c'est des funérailles, pardon, pas du tout. C'est un couronnement qui coûte très très cher. Plus de 100 millions. Entre 54 et 114 millions d'euros, c'est plus cher que les funérailles de la reine. Et c'est notamment dû au très gros dispositif de sécurité. 29 000 policiers déployés dans la ville. Ça devrait rapporter a priori 300 millions de recettes en hôtellerie, c'est ce que me dit Franck Lalanne dans l'oreiller. C'est le côté de la firme, ça rapporte. La firme, ça rapporte. Donc à terme, elle ne coûte pas aussi cher que ça, cette royauté. Et puis ça fait partie du prestige national, et bien sûr. Katy Perry, Lionel Richie notamment, les invités, vous notez bien, Virginie. CAC, les dessins ?
Bon, merci d'avoir proposé un sujet un peu plus drôle que les 2 précédents pour les dessinateurs quand même. On allait terminer en beauté quand même. Même si vous allez voir qu'ils ne cherchent pas forcément à être drôles sur ce sujet. En tout cas, on va commencer légèrement, on va dire, avec Amorim, dessinateur du Brésil. Petit tour du monde des impressions que ça donne. Vous disiez que c'est un roi qui a eu le temps de se préparer. Alors Amorim vous l'illustre avec cette couronne escargot. J'aime beaucoup, vous voyez, qui avance. Puis vous avez le petit Charles enfant sur la gauche du dessin. On reconnaît les oreilles. Hein. Et on reconnaît bien les oreilles, oui, ça, pour les dessinateurs, ils adorent s'amuser avec ça. Et au fur et à mesure que l'escargot s'approche, vous l'aurez compris, on est maintenant sur le vieux Charles III. Regardons ce que nous dit Stélina, dessinatrice de Taïwan. Et elle, tout de suite, déjà, que les dents commencent à grincer un petit peu. Donc on a cette magnifique couronne, on la connaît tous. Mais déjà, sur le sommet, il y a un pound, c'est la firme. Il y a du business là derrière. Mais dans l'ombre, on voit quelqu'un qui fait la manche. Et évidemment, Stélina fait allusion à la misère actuellement de certaines catégories de population en Angleterre. Le relais est pris ensuite par Emanuele Del Rosso, dessinateur italien. C'est presque la suite du dessin de Stélina, où vous avez donc le roi qui défile et sous le tapis, eh bien, les grévistes du NHS, donc l'organisme... Les sujets qui fâchent. Oui. Absolument. La mendicité et donc les problèmes économiques importants qu'une partie du Royaume-Uni subit. Et bon, je voulais quand même qu'on termine sur un sourire. Donc voyons ce qui se passe. Mais pendant ce temps, en France aussi, on a un couronnement d'après Cambon. Et voilà à quoi ressemble le couronnement français, avec à la fois, vous avez cette sorte de Marianne gilet jaune et notre roi à nous qui aura pour couvre-chef une casserole. Un commentaire ? Pour dire mon préféré, j'aime bien celui avec l'ombre portée par la couronne, parce que c'est très vrai. Ah, je l'avais même pas remarqué. C'est très vrai. Il y a le faste, il y a l'argent, et discrètement, derrière, il y a le reste du peuple. Et vous savez qu'ils demandent, en fait, ce qui a beaucoup choqué effectivement une grande partie des Britanniques, ils demandent que tout le peuple, au moment de la fin de la cérémonie, se lève et prête allégeance. C'est une tradition qui aurait pu ne pas être au XXIe siècle. Il y a beaucoup de critiques là-dessus. Imaginez tous les Britanniques devant leur télévision s'incliner, prêter allégeance. On ne voit pas trop ça en France, pour l'instant. On voit plutôt les casseroles, effectivement. Et on va terminer avec les images en direct près de Buckingham Palace pour refermer cette semaine dans le monde. Merci à vous 4 d'avoir participé à cette émission. J'espère vous revoir très vite. Prochain journal dans un peu plus de 5 minutes sur l'antenne de France 24. Restez avec nous.